Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Traverser l'Atlantique vous a permis à plusieurs reprises de recueillir des vagues d'applaudissements. Une chanson est devenue le titre d'un livre dont le titre justement n'a pas été choisi au hasard. Après 40 ans de carrière, il est venu le temps. Bonjour Bruno Pelletier. Bonjour Monsieur Pessis. Alors on vous connaît à travers Notre-Dame, on vous connaît aujourd'hui puisque vous êtes dans Al Capone avec Roberto Alagna aux Folies Bergères. Et il y a ce livre, Il est venu le temps, vos mémoires avec Samuel Larochelle aux éditions Libre Expression. Et vous avez un parcours étonnant, très discret d'ailleurs. Hein, oui. Mais j'ai cherché sur Wikipédia, il y a très très peu de choses sur vous. Ah oui, ah bon? Ouais. Moi, je regarde même pas sur Wikipédia. Écoutez, vous avez bien raison. Alors, on va évoquer votre parcours et le livre, bien sûr, et Al Capone à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 15 septembre 1998. Votre première télé en France, à la veille de la première de Notre-Dame de Paris, il y a un journal télévisé où vous évoquez l'histoire de Gringoire. Vous en souvenez ? Je ne me souviens pas de l'émission, non. Il y a eu tellement de choses qu'on a fait à cette époque-là. Je ne me souviens pas vraiment de l'émission, ce que j'en ai dit, mais je peux vous parler du personnage si vous en avez envie. Et en fait, c'était quoi la teneur exactement de l'émission? Est-ce que j'expliquais comment j'avais eu le rôle ou quel était le personnage pour moi? Le personnage, je crois qu'au départ, vous aviez songé à Quasimodo et que c'est devenu... Et voilà, je suis allé faire les castings au tout départ avec Luc Plamondon et Richard Cochiante pour le rôle du Quasimodo, mais Richard Cochiante souhaitait une voix plus rocailleuse et ils ont trouvé Garou ainsi. Mais ils avaient un autre personnage en tête qui n'était pas tout à fait développé, qui était le personnage de Gringoire, le narrateur pour la pièce. Et j'ai donc fait le casting aussi du narrateur pour 2 chansons qui étaient Le Temps des cathédrales et Lune. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé officiellement qu'il y aurait un narrateur et ils ont écrit d'autres chansons pour moi, pour le rôle de Gringoire dans Notre-Dame de Paris. Et Le Temps des cathédrales, c'est quand même quelque chose qui a marqué l'histoire de la chanson de Notre-Dame et la vôtre. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Tout le monde connaît cette chanson aujourd'hui. Oui. Ce que vous n'imaginiez pas au départ. Jamais. Même qu'on se faisait dire par des gens qui écoutaient l'album avant que ce soit le succès qu'on connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Oh, ça m'étonnerait que ça fonctionne, ce truc. » C'était tellement en dehors du cadre radiophonique et de tout ce qu'on avait entendu jusqu'à cette époque-là. Et puis est arrivé le succès de Belle et un trio de mecs. Et ensuite, le succès du Temps des cathédrales, qui est carrément hors norme avec 3 modulations dans la même chanson. Pour des succès radiophoniques, c'était complètement inattendu. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu un peu comme un classique de la chanson française, québécoise, francophone, bref. Ouais. Mais je sais même que Luc Plamondon et Richard Cochiante faisaient tous les producteurs de Paris. Ils allaient jouer au piano leurs morceaux. Et à part Charles Tallard, ils se sont fait jeter de partout. Ouais, et écoutez, je pense que c'est le propre de tous ceux, puis là, je l'ai vécu aussi avec Al Capone, j'ai vécu la genèse du départ avec Jean-Félix Lalanne. Je crois que tous ceux qui croient dans un projet, mais que ce sont des projets qui vont demander énormément de moyens, vont se faire fermer les portes souvent avant de trouver la bonne personne qui va l'ouvrir, cette porte. Alors, la première, ça a été un grand moment d'émotion de Notre-Dame de Paris. Je crois même que vous êtes tombé en scène et personne s'en est aperçu. Exact. Oui, ben ça, j'ai un tempérament extrêmement... Vous parliez tout à l'heure en début d'interview que j'étais quelqu'un de plutôt discret. Oui. C'est vrai. Et ça va aussi avec ma nature, je dirais, très anxieuse. J'ai trouvé des outils sur les années pour mieux travailler, je dirais. Mais à l'époque, c'était tellement gros pour moi, la première de Notre-Dame de Paris, sur Paris, devant tout le gratin parisien et cette salle immense du Palais des Congrès, que j'ai eu une absence de 2 à 3 secondes sur la chanson Lune, dans le pont musical où je tiens une très longue note. Et ça, c'était vraiment, non pas un manque de technique vocale, mais plutôt le cœur qui débat trop vite, une hyperventilation et une espèce de grande anxiété de cette soirée qui était tellement importante. Et donc, j'ai eu une absence de 2 à 3 secondes et je suis tombé. Mais je suis tombé assis dans le décor, il y avait des espèces de marches et je suis tombé assis et ça m'a réveillé. Et j'ai continué à chanter. Et même le metteur en scène, les producteurs, Luc Plamondon, personne ne s'était rendu compte.
Luc me dit, en fait, le metteur en scène me dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as changé la mise en scène? T'as voulu t'asseoir dans les marches? Et là, je leur ai dit que non, en fait, il m'était arrivé une absence et ils étaient tous éberlués de ce qui m'était arrivé. Alors, Bruno Pelletier, votre vie a débuté à Charlesbourg, dans le banlieue de Québec, qui était une région agricole, qui est devenue, près de Québec, une destination de villégiature, je crois. Oui et non, mais c'est la typique banlieue autour de la plus grande ville de Québec qui a pris son essor, je dirais pratiquement dans les années 60, au moment où c'était ce qu'on a appelé au Québec la Révolution tranquille. Et donc, un père, une mère, la famille de classe moyenne aisée, on va dire. Mon père avait un bon travail et ma mère était femme au foyer. Et je me souviens que la maison familiale était une des premières du lot où nous étions. Et quand je regarde aujourd'hui Charlesbourg, ça n'a plus rien à voir avec une région agricole en développement, mais c'est devenu une vraie banlieue de la ville de Québec. Et le terme banlieue, je crois, ici en France et chez nous, n'a pas tout à fait la même résonance. Banlieue au Canada, au Québec, ce sont des petites villes qui se développent autour des grandes villes, mais pas nécessairement avec une connotation parfois plus difficile, je crois. Alors, c'est très différent. Alors, au départ, votre père travaillait dans l'informatique. Oui. Il rêvait que vous preniez la suite. Oui. Mais vous, c'était la musique. C'était la musique et les sports, beaucoup. Et donc, aux grandes dames de mon père qui a tout fait pour essayer de me convaincre de suivre ses traces parce qu'il voyait pour moi un avenir que lui pouvait ouvrir des portes. Il était tellement bien positionné dans les différentes sociétés dans lesquelles il a travaillé et même il s'est rendu jusqu'à des très hauts paliers du gouvernement. Il était convaincu que si je prenais la même voie, je m'assurais un avenir confortable et sécurisant pour ma future famille et tout ça. Et lorsqu'il a vu que j'ai pris le chemin de la musique, il était un peu découragé. Comme plusieurs parents le sont de toute façon pour n'importe quel enfant qui va dans le milieu des arts, dans le monde des arts. Et mais bref, je m'en suis bien sorti. Ouais. Et voilà. Et en plus, Bruno Pelletier, il vous avait donné l'exemple puisque le samedi soir, en famille, il chantait ceci. Blue Sweat Shoes. Blue Sweat Shoes. Vous chantiez ça en famille le soir. Oui, mon père avait... Je dis toujours à la blague que mon père avait un grand répertoire de 4 chansons à la guitare. Et après son petit verre de vin, le samedi soir, il prenait la guitare et il chantait une chanson, soit de Johnny Cash, une chanson Georges Moustaki ou Joe Dassin, Elvis, qui était le chanteur préféré à ma mère. C'est des souvenirs impérissables pour moi parce que c'est d'une certaine façon, je pense que mon père aurait pu faire une carrière. Il chantait très, très bien, spontanément, naturellement. Et c'est ça qui est étonnant dans le fait que c'est pas qu'il voulait pas que j'aille dans le monde des arts, mais ça demeure qu'il était inquiet et qu'il voulait quelque chose de plus sécure pour moi dans le monde de l'informatique qui ne me plaisait pas du tout. Voilà. Je vous comprends. Et qui vous plaît toujours pas aujourd'hui. Et Blue Sweat Shoes, Carl Perkins, j'ai rencontré une fois, c'est extraordinaire. Il avait une voiture marquée Blue Sweat Shoes. Il était tout en bleu en permanence. Un personnage incroyable. Vous parlez de... Carl Perkins, qui a écrit Blue Sweat Shoes. OK. Alors, il se trouve aussi que vous, ça a été d'abord la batterie. Oui. Vous en avez demandé un à votre père, ça n'a pas marché. Et heureusement, à 13 ans, on vous a prêté une batterie. Oui. C'est ce qu'on appelait chez nous un animateur de centre de loisirs qui était plus âgé et qui jouait déjà dans des groupes le week-end, des groupes pour des mariages, tout ça. Il avait son propre groupe musical et il allait prendre une pause de 3 ans. Et il a su que moi, je voulais jouer de la batterie, il m'a prêté sa batterie. Et j'ai commencé comme ça à l'âge de 13 ans à jouer et il n'en revenait pas parce que je me suis assis à la batterie et j'ai immédiatement fait ce qu'on appelle un 4/4, une section rythmique spontanément. Et il dit, t'as pris des cours? J'ai dit non, jamais. Il n'en revenait pas. J'avais un talent assez naturel, et je dis pas ça par vantardise, mais j'avais en moi déjà cette fibre-là. J'avais étudié les drummers, les batteurs à la télévision que je voyais, et quand j'ai eu une vraie batterie en face de moi, j'ai su quoi faire immédiatement avec. Et donc, il m'a prêté sa batterie pour 3 ans, et après, c'est de l'histoire. Voilà. Et le premier morceau que vous avez joué à la batterie, Bruno Pelletier, je crois que c'est celui-ci. Supertramp, Goodbye Supertramp. En fait, c'est les premières harmonies vocales que j'ai fait et j'étais batteur dans mon groupe et j'ai commencé à chanter de cette façon-là en faisant ce qu'on appelle les backing vocals derrière.
Et je n'envisageais pas du tout de devenir chanteur dans ma vie. C'est un accident de parcours qui fait que je suis devenu chanteur et que c'est devenu ma vie. Voilà, vous étiez au départ passionné par le karaté et professeur de karaté et fan de Bruce Lee. Et voilà. Ça aussi, autour de mes 13-14 ans, il y avait beaucoup de films d'arts martiaux chinois à l'époque, mal traduits. C'est plutôt rigolo à écouter aujourd'hui. Mais moi, le jeune homme de 13-14 ans était un fan fini de Bruce Lee et donc j'ai pris des cours de karaté. Et à 18 ans, j'ai eu ma ceinture noire et j'ai fondé une école. J'ai eu 125 élèves pendant 4-5 ans. Et puis la musique a pris le pas et finalement, je suis devenu musicien et chanteur. Ouais. Et Bruce Lee, on ne le sait pas assez, il a fait beaucoup de films dans sa courte vie, mais il a commencé à 3 mois. À 3 mois, il est figurant dans un film et son père, qui était chanteur d'opéra cantonais, à partir de 9 ans, lui a fait enchaîner les tournages, d'où son succès. Incroyable. J'en apprends avec vous, là. C'est formidable. Mais c'est vrai que vous ne pensiez pas du tout devenir chanteur, même quand vous voyez les journaux, pas encore People, comme Éco-Vedette ou Allo Police au Québec, ça n'avait aucun intérêt pour vous. En fait, ça avait de l'intérêt pour ma grand-mère. Oui. Ma grand-mère avait tous ces journaux-là chez elle et j'ai eu longtemps l'impression que tant et aussi longtemps que j'aurais pas mon visage dans un petit journal People, que j'aurais pas, aux yeux de ma grand-mère, j'aurais pas vraiment un statut d'artiste. Vous l'avez eu, on va en parler à travers une autre date, le 17 novembre 1992. À tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Pelletier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bruno Pelletier, à l'affiche dans Al Capone actuellement. Le livre Il est venu le temps aux éditions Libre Expression, on va en parler tout à l'heure. Et puis on a évoqué votre parcours à Paris avec Notre-Dame de Paris. Et il y a une autre date importante pour vous, le 17 novembre 1992. C'est la première à Montréal au Théâtre Maisonneuve de ce spectacle dont voici une chanson. Ton regard de madone me tuera, me plaira. La légende de Jimmy, ça a commencé au Québec, après la France, 2 ans après, au Théâtre Maisonneuve, je crois. En fait, c'est la France en premier. Oui, c'est ça. Renaud Hanson qui a créé le rôle de Jimmy. Tout à fait. Et lorsque la pièce, Luc Plamondon a voulu proposer la pièce au Québec, mais avec des acteurs québécois. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai pu créer le rôle au Québec pour le rôle de Jimmy. Après une audition chez Luc Plamondon. Une audition chez Luc. C'était la première fois de ma vie que je rencontrais Luc Plamondon. Et ma foi, c'était un des moments de ma vie. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon anxiété. J'étais dans mes petits souliers, comme on dit. Et Luc a été adorable. C'est devenu un ami, bien sûr, sur le temps. Mais à cette époque, j'étais en face d'un monstre sacré, d'une certaine façon, qui avait écrit Starmania. Et donc, j'arrive en audition et avec pianiste, voix, et il fallait que je convainque Luc Plamondon. Sa secrétaire m'avait appelé la veille. Et donc, j'ai reçu par courrier une cassette et j'ai écouté la chanson toute la nuit. J'ai presque pas dormi. Je suis allé faire mon audition devant Luc. J'étais seul. On n'était pas plusieurs chanteurs. J'étais seul avec Luc, qui avait entendu parler de moi par une recherchiste de télé qui m'avait vu passer pour une de mes premières télévisions à l'époque. Et c'est comme ça que ça a commencé avec Luc Plamondon. Et d'ailleurs, vous avez compris à la sortie que vous aviez le rôle tout de suite. Oui, dans sa façon de me regarder, de me mettre la main sur l'épaule et de me dire « ça a vraiment très bien été ». Et là, je me disais « je crois que je vais avoir le rôle ». Ouais. Et dans ce spectacle, il y avait Nanette Workman, oui, qu'on a connu avec Johnny dans des moments difficiles de Johnny, puisqu'il avait fait le Johnny Circus, un cirque ambulant en tournée. Elle était là. Il a perdu beaucoup d'argent et en revanche, Nanette Workman a été une aventure incroyable. Ben moi, Nanette, c'est une icône chez moi. Et c'est devenu une amie aussi depuis cette aventure qu'est la légende de Jimmy. Pour ce qui est de cette autre épopée que vous me racontez, je la connais même pas. Alors, je suis là pour vous informer. Et puis vous avez rencontré Jérôme Savary qui avait monté le spectacle en France à Montréal. Et voilà. Et il est venu le monter au Québec. Oui. Et donc, quelle occasion incroyable pour jeune chanteur que j'étais, avec pas beaucoup de bagages quand même au niveau théâtral, que les quelques pièces de théâtre à l'adolescence que j'avais fait, de travailler avec un grand comme Jérôme Savary. J'en revenais juste pas. Là. Il appelait tout le monde chouchou, je sais pas si vous y avez eu droit. Je sais qu'il était très... il était très bienveillant, en tout cas, à mon égard. Il voyait mon manque d'expérience. Il avait une assistante. Ils m'ont fait travailler beaucoup. Et je pense que j'ai fini par
pas trop mal m'en sortir. Savary était un personnage extraordinaire. Il avait créé le Magic Circus, qui était un spectacle de rue au départ. Il a dirigé Chaillot, l'Opéra Comique, et il a créé des spectacles fabuleux. Et chaque fois, il partait du livret. Tous les jours, il y avait une répétition, le livret changeait. Il improvisait des choses délirantes. Avec nous, il n'a pas improvisé tant que ça. Il a modifié quelque peu la production de La Légende de Jimmy, mais pour accommoder au niveau, je pense, scénique et de passer de la France au Québec. Mais sinon, moi, je suis arrivé tout neuf dans le processus et j'ai pas eu l'impression qu'ils ont tant que ça modifié ce qui avait été fait en France. Ça n'a pas marché longtemps, hélas. Malheureusement, et je continue à croire qu'aujourd'hui, c'est un concours de circonstances après Starmania et vous savez, quand on vit, c'est la même chose pour les artistes en soliste, lorsqu'on vit un très, très gros succès avec un album, très souvent l'album d'après, ou si on a 2 albums qui font disque d'or ou platine, très souvent après, on va connaître un moment plus compliqué. Et je sais pas si on peut dire que ça a été le cas pour Luc et Michel Berger avec La Légende de Jimmy, mais ça n'a pas été le succès qu'on escomptait, alors que c'est vraiment une comédie musicale qui valait la peine de durer plus longtemps au Québec et peut-être même en France aussi, parce que c'est vraiment un bel opéra rock, une belle comédie musicale. Et en France, ça n'a pas marché non plus, avec Diane Tell qui avait le rôle principal. Ça a tenu 3 mois à Mogador. Et d'ailleurs, j'avais rencontré Michel Berger qui était assez désespéré et qui ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Le public n'a pas accroché. Non, et je vous le dis, c'est peut-être parce que c'est la même équipe qui avait fait Starmania, que les gens, je sais pas, je n'ai pas la réponse. Et moi, ce qui est un des regrets que j'ai dans ma vie, je n'ai jamais pu rencontrer Michel Berger parce que j'ai fait Starmania en 93. Et il était déjà décédé. Quand j'ai fait La Légende de Jimmy, il est décédé au moment où on était, je pense, en répétition, où on commençait les répétitions, et il est décédé. Donc, je n'ai jamais pu rencontrer Michel Berger, et ça, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup parce que c'est un très, très grand chez vous. Et puis, je pense que vous seriez très bien entendu parce qu'il était aussi peu carriériste que vous et aussi discret. Ah. Il cultivait la discrétion en permanence. Bon, ben oui, on se serait probablement bien entendu. Alors, j'en reviens à Notre-Dame de Paris, parce que le succès s'est pas arrêté à Paris. En Russie notamment, je crois que des Russes vous ont accueilli avec des drapeaux canadiens. Québécois. Oui. C'est étonnant. C'est étonnant et c'est magnifiquement émouvant lorsqu'on est dans un autre pays qui ne parle pas notre langue, que les gens chantent nos paroles en français et qu'ils analysent nos textes pour les retraduire dans leur langue. J'ai vécu ça en Asie, j'ai vécu ça aux États-Unis, j'ai vécu ça en Russie, bien sûr, en Pologne. Et qu'on voit tant de drapeaux québécois dans une salle, c'est un moment de fierté incroyable. Et ça peut s'expliquer au départ par le texte de Victor Hugo, qui au départ, il avait une idée, il voulait faire un roman à la Walter Scott marchait très fort à l'époque avec Ivanhoé. Il voulait faire la même chose et il a pensé à Notre-Dame. C'est comme ça que c'est né, à l'époque où Notre-Dame était vraiment en mauvais état, encore pire qu'aujourd'hui. En tout cas, ce roman a donné lieu à beaucoup d'inspiration pour bien des gens, et dont Luc Plamondon et Richard Cochiante. Et ça m'a ouvert des portes à moi dans le monde entier. Je serai redevable à Notre-Dame de Paris pour le restant de mes jours, c'est clair. Et la seconde chanson, effectivement, qui a fait votre gloire, Bruno Pelletier, c'est Lune. C'est la complainte de Quasimodo qui pleure, sa détresse folle, sa voix par monts et par veaux s'envole pour arriver jusqu'à Et vraiment, Notre-Dame de Paris a révolutionné la comédie musicale. À l'époque, on pensait que ça marcherait pas. Depuis, tout le monde en fait. Oui, ça a ouvert la voie. Et c'est vrai que vous avez même été en Angleterre, où vous avez dû travailler votre accent, je crois. Oui, de la même façon que je travaille mon accent pour Al Capone, en français. On oublie qu'on parle la même langue, mais qu'on n'a pas les mêmes accents toniques, les mêmes références au niveau des expressions. Et bien sûr, les accents, il y en a partout, et dans la France et dans le Québec. Et c'est la même chose lorsqu'on va travailler en anglais. Si on travaille aux États-Unis ou si on travaille en Angleterre, on a à bosser sur notre accent pour qu'on soit le plus compréhensible possible. Et pour un Québécois, travailler en anglais, c'est pas facile. En fait, non, c'est pas si mal parce que chez nous, étant nord-américain, on a déjà un accent en parlant en anglais, mais qui va être plus proche de celui de l'accent canadien, anglais ou américain.
Et donc, pour travailler mon accent pour l'Angleterre, j'ai travaillé avec une coach vocale ici sur Paris. C'était une fille qui était née en Angleterre, mais qui vivait aux États-Unis. Donc, qui était capable de faire vraiment bien le pont des deux accents pour m'aider à être le plus compréhensible possible. Alors, paradoxalement, Notre-Dame de Paris était un immense succès en Angleterre, ça a tenu 1 an, mais ça a été démoli par la critique parce que c'était pas une comédie musicale habituelle à Londres. Effectivement, ça a été critiqué très, très mal, mais le public était quand même au rendez-vous. Et là, je crois, il y a quelques années, ils sont retournés faire Notre-Dame de Paris, mais en français, pour le public francophile d'Angleterre. Et un autre grand souvenir, c'est le Casino de Beyrouth, où vous avez été accompagné par un orchestre symphonique dans Notre-Dame de Paris. Oui. En fait, c'est le même show qui est venu ici à Bercy par la suite. C'est que ils ont rassemblé plus de 10 ans plus tard les 7 chanteurs originaux pour la première fois, sans les costumes, mais de façon très classique, c'est-à-dire classique, très concert, avec un orchestre symphonique, de faire les grandes chansons de Notre-Dame de Paris. Et on s'est tous retrouvés, Garou, Hélène, Julie, Patrick, Locke, moi, Daniel, on s'est retrouvés pour la première fois pour ces concerts. Ouais. C'est un événement, c'est émouvant. C'était extraordinaire. La première répétition, j'ai vu Hélène pleurer. C'était très émouvant de se retrouver parce que ça a changé notre vie à tous. On a tous des souvenirs impérissables de ce qu'a été l'aventure Notre-Dame de Paris. Ça a propulsé nos carrières, ça a bouleversé nos vies. Et donc, tout ce qui bouleverse, il y a un côté aigre-doux. Alors, il y a toute la beauté et il y a aussi des choses plus difficiles qui ont été vécues en même temps. Mais aujourd'hui, ce que je retire de tout ça, c'est bien sûr surtout le positif. Ouais. Oui, et il y a d'autres choses que vous avez fait dans le domaine de la comédie musicale avant Al Capone. On en parle avec une autre date, le 1er février 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Pelletier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bruno Pelletier. Nous parlerons d'Al Capone, bien sûr, où vous êtes le partenaire de Roberto Alagna. Il y a ce livre, Il est venu le temps, dont on va également parler, avec des entretiens avec Samuel Larochelle chez Libre Expression, et puis une date, le 1er février 2006. C'est au Québec, la première de ce spectacle. Je serai le torrent qui gronde la nuit jusqu'à la fin des temps. Je serai la raison funèbre. Quelle voix! Entre l'amour et la mort, Dracula, une autre de vos grandes aventures. Une grande aventure où là, cette fois-ci, j'étais partie prenante à la production, direction artistique, rôle principal, et l'idée originale était de moi. Et donc, j'ai compris avec ce spectacle que j'en avais fait trop et que je ne referai plus jamais ça de ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que ça va avec les défis qu'on se lance dans la vie et on va le plus loin qu'on peut aller. Et avec Dracula, j'ai vraiment touché au plus haut niveau de tout ce que je pouvais gérer en même temps. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop et que je dispersais en fait pas mes forces, mais oui, mes forces. Et après cette aventure, j'ai décidé que j'allais simplement me concentrer sur chanter et monter des rôles et non plus être dans la production, sauf pour mes albums et mes spectacles à moi. Mais des productions de cette envergure, de comédie musicale où il y a tellement de gens, tellement de paliers à gérer, je n'allais plus faire ça ensuite parce que j'ai compris que c'était trop pour un seul homme, trop pour moi. 3 ans de travail quand même. 3 ans de travail et rôle principal. Donc chaque soir, tu montes sur scène et tu défends le spectacle en étant le Dracula, mais qui en même temps est le producteur et le directeur artistique. Donc tout ce qui est jugé sur ce show te retombe sur les épaules. Ça a été pour moi une aventure formidable avec des collègues de travail incroyables, mais j'ai compris quelque chose. Alors, moi, je me souviens de Christopher Lee, qui était le Dracula du cinéma. Un jour, j'ai dîné avec lui et je l'ai vu de commander avec ses grosses dents une viande bien saignante. On se serait cru dans un film de Dracula. Oui. Mais je pense je me demande même, il y a des légendes qui disent qu'il dormait dans un cercueil. Alors, oui, je crois pas. Je crois pas non plus. Non, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des légendes. Alors, le problème, c'est que ce spectacle aurait dû être monté à Paris. Il n'a pas été. J'aurais beaucoup voulu monter à Paris. On a joué jusqu'à Lyon à la Maison de la Danse, 3 semaines.
Ça s'est super bien passé. On a eu vraiment des bonnes critiques. Et je croyais vraiment qu'on pourrait décrocher quelque chose sur Paris. Je ne savais pas. Il y avait un autre spectacle de Dracula qui était en préparation pour Paris au même moment. Et donc, j'ai envie de dire, le timing, chez nous, on dit le timing n'était pas adéquat. Et on s'est un peu fait damner le pion, comme on dit. Oui, et l'autre spectacle de Dracula, entre nous, ça n'a pas vraiment marché. Ben, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu et je me souviens d'un enfant à la fin à côté de moi qui a dit « Ah, ça commence quand le spectacle ?» Oh my God. Okay, voilà, bon. donc la parenthèse est fermée. Alors, ça vous a évité quand même quelques angoisses de plus. Moi, je sais que quand vous étiez à vos débuts, vous téléphoniez au directeur musical d'une émission de télévision un mois à l'avance pour... Ah oui, je le fais encore. Je le fais encore, ils me trouvent fou. Ils me disent, mais Bruno, on n'est pas rendu à ton émission, ça va être dans 3 semaines seulement. Je dis, non, moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire et je me prépare. Je fais ça dans tous mes projets. Capone, c'était pareil, j'ai appelé Jean-Félix Lalanne. La chance que j'ai eue pour Al Capone, c'est que j'ai été dès le départ à faire des maquettes avec Jean-Félix pour l'aider sans savoir si j'allais faire le spectacle. Mais quand j'ai su que je faisais le spectacle, j'arrêtais pas de le talonner pour avoir le livret, savoir mes scènes et je commence longtemps en amont. J'ai toujours pensé que la clé pour être bon sur scène, c'est la préparation et de ne pas faire les choses à la dernière minute. Et de ne pas décevoir, surtout. Surtout. Et c'est ce qui me rend si nerveux, on va dire. Ouais. Alors, Al Capone aux Folies Bergères, qui est à l'affiche jusqu'au mois de mai, comment êtes-vous arrivé dans cette aventure, Bruno Pelletier? Ben justement, c'est mon amie Julie Zenati de Notre-Dame de Paris qui m'écrit, qui m'envoie un message et elle me dit, il y a un mec qui fait dans la guitare qui s'appelle Jean-Félix Lalanne et qui te cherche. Est-ce que je peux lui donner ton courriel? Je dis, bien sûr. Et Jean-Félix me contacte et me dit, je suis en train de monter une nouvelle comédie musicale avec Roberto Alagna. Là, tout de suite, j'ai fait, oh my God, il va jouer le rôle d'Al Capone et on cherche qui sera Elliot Ness en face de lui. Et on a pensé à toi, est-ce que ça t'intéresse? On était en pleine pandémie, j'ai dit, écoute, il y a tellement de paramètres à regarder avant que je dise oui. Ce que je peux te dire tout de suite, c'est ça m'intéresse. Envoie-moi l'histoire, envoie-moi 2-3 chansons et on part de là. Et vu qu'on était en pandémie, je m'étais monté un studio chez moi. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais que je mette ma voix sur tes maquettes? Au moins, tu pourras proposer à des producteurs une voix avec le personnage, même si on ne sait pas si je vais faire le show. Je me suis offert pour travailler avec Jean-Félix dès le départ et Roberto était déjà dans le projet. Lui aussi, bien sûr, il le parraine depuis le début. Et donc, ça a commencé comme ça et de fil en aiguille, après quelques difficultés aussi à trouver des producteurs et tout. Jean-Marc Dumontet est arrivé et il a dit, moi, je veux le faire, ce show-là. Et après, ça a pris son envol et on s'est tous retrouvés dans l'aventure sur scène. Là, je suis à Paris avec vous. Voilà. Et Roberto Alagna, d'ailleurs, a beaucoup travaillé. Il m'avait expliqué au micro des Clés d'une vie qu'il avait travaillé avec Jean-Félix Lalanne pour que ça devienne presque un opéra en même temps qu'une comédie musicale. Oui, il y a beaucoup de codes de l'opéra qui sont sur ce show aux Folies Bergères. Et moi, ça me fait du bien parce que je viens plus du monde du rock, de la pop rock et aussi de l'opéra rock à la Starmania. Et donc, je trouve très agréable de travailler dans un contexte qui est différent, qu'on est plus proche du théâtre musical, proche de Broadway ou du West End à Londres. Et ça, c'est un défi et une nouvelle, on va dire, une nouvelle corde à mon arc que je n'avais pas encore. Et une des chansons de ce spectacle musical, de cette comédie musicale, c'est « Je te briserai ». Soit tu meurs, soit tu vis dans la peur d'être pris. Je t'aurai, je le jure, je saurai ta torture. Vous connaissiez Elliot Ness avant de... Pas beaucoup, non. Bien sûr, il y avait eu la fameuse série. J'avais vu le film avec Kevin Costner et Robert De Niro, principalement pour Robert De Niro, qui est un de mes acteurs fétiches. Et donc, je m'étais fait une tête sur le genre d'Elliot Ness que je voulais faire et je m'étais complètement gouré sur ce que Jean-Félix Lalanne et Jean-Louis Grinda, le metteur en scène, eux avaient en tête. Ils voulaient un Elliot Ness beaucoup plus sombre que ce que j'avais imaginé moi. Quelqu'un qui était pratiquement le miroir d'Al Capone, aussi... Peut-être, on les appelle les incorruptibles, mais tu vois, vous voyez, pardon, Jean-Louis Grinda m'est arrivé avec l'idée, parce que Elliot Ness a vraiment eu un problème d'alcool dans sa vie.
Et donc, il a combattu la prohibition et Jean-Louis a eu l'idée de me faire boire pendant la pièce, pendant l'opéra, pas l'opéra, mais la pièce Al Capone que nous jouons Folie Bergère. Et donc, je trouve intéressant ça m'a déstabilisé sur le coup, mais après, j'ai eu à travailler ce personnage pour qu'il soit entre l'ombre et la lumière. Son ombre, son obsession pour Capone et sa lumière, cette espèce d'histoire fabriquée par Jean-Félix Lalanne qui est celle de tombant amoureux de la sœur d'Al Capone, Rita. Et ce qui ne se peut pas, finalement. Elliot Ness a été connu en France parce qu'il y a eu le feuilleton Les Incorruptibles, qui a lancé la 2e chaîne de télévision en 64. Et ce qui est curieux, c'est que c'était un bouche-trou. Personne ne voulait ce feuilleton qu'on avait acheté, on ne sait pas comment. Et ça a été un immense succès avec Robert Stack. Un immense succès, mais je ne connaissais pas ça non plus, l'histoire que vous me racontez. J'avais 2 ans, moi, à l'époque. Hein? C'est en 64, j'avais 2 ans. Oui, mais vous ne regardez pas encore la télévision. Ce qui est étonnant et ce que vous remarquez, Bruno Pelletier, c'est la différence entre le public québécois et le public français. Ça n'est pas du tout la même chose. L'accueil n'est pas le même en scène. La façon dont on se comporte vis-à-vis des artistes n'est pas la même. Oui et non. Je crois que c'est beaucoup plus semblable maintenant. Mais à l'époque, à l'époque de Notre-Dame de Paris, j'étais renversé par à quel point les gens étaient, je dirais, fans, investis sur les artistes. Et moi, je ne connaissais pas ça. Et étant de nature plutôt discrète, j'ai eu de la difficulté à gérer au départ l'immense succès qu'a été Notre-Dame de Paris. C'était une genre de folie où il y avait 50, 75 personnes qui nous attendaient à l'arrivée et 100, 200 qui nous attendaient à la sortie des spectacles tous les soirs, 7 fois par semaine, pendant des mois. Donc, j'ai trouvé ça difficile et ça, j'avais jamais vécu ça au Québec, non. Surtout qu'après, vous n'alliez pas faire la fête avec les autres, non. Vous rentriez chez vous. Oui, parce que vocalement, c'était compliqué. Je trouvais ça, c'est un rôle qui était très exigeant. Et je suis encore comme ça aujourd'hui. Je ne sors pas après les spectacles, je rentre à la maison. Ouais. Oui, parce que il faut préserver sa voix, c'est surtout avec... Et Roberto fait la même chose. Hein. Ouais. Je pense que lorsqu'on a des chansons exigeantes à faire, les chanteurs, il faut faire attention à notre voix. Ouais. Alors, il y a aussi le Québec et la France. On dit qu'on est cousins, mais la façon dont dont les Français arrivent au Québec n'est pas toujours bien accueillie. C'est-à-dire qu'il faut les respecter, les artistes au Québec. Il faut les respecter. On n'arrive pas en France en disant, ben voilà, je suis la grande star de France, je viens au Québec. Je ne comprends pas exactement le sens de la question. J'ai vécu, je vais reprendre ma question. Il se trouve que au Québec, lorsque des Français arrivent, il faut être des cousins. Il faut pas du tout arriver en star de France. Il faut jouer le jeu du Québécois. Il faut être le complice du Québécois, créer une amitié. J'ai vu des stars de télévision françaises arriver toutes timides comme Michel Drucker, qui a fonctionné, et j'ai vu Patrick Sabatier arriver en star et il a été jeté tout de suite. OK. Ben, écoutez, c'est sûr que chez nous, sans parler des Français qui débarquent au Québec, les Québécois, même stars québécoises, il y a un sentiment d'appartenance très fort qui doit être senti de la part du public pour qu'un artiste fonctionne. Chez nous, il y a cette espèce de code où si tu te la joues trop, si tu es trop star puis qu'on a l'impression que tu es au-dessus de nous, ça fonctionnera pas ta carrière. Les gens ont besoin de sentir que les animateurs de télé, que les stars de la chanson, que les vedettes de cinéma, que sont proches d'eux, et c'est comme ça que ça marche très souvent fort chez nous. Si tu arrives avec un autre code, c'est plus compliqué, effectivement. Alors, il se trouve que la complicité est telle qu'il y a une chanson qui est devenue un hymne national. Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Charles Bois l'ont chanté sur les plaines d'Abraham. Et vous avez, vous aussi, chanté cette chanson, Bruno Pelletier. Quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. C'est un véritable hymne national. C'est un hymne et c'est une chanson qui ne vieillit pas, oui. En fait. Les années passent et les actualités mondiales nous permettent de rechanter cette chanson année après année. Un peu comme Imagine de John Lennon. C'est des grandes chansons
d'amour et de paix et qui ne vieillissent pas. Et heureusement, celle-ci a traversé l'Atlantique et est autant connue, je pense, de ce côté-ci que chez nous. Oui, et en même temps, Charles Bois qui l'a créé ou d'autres... c'est Raymond Lévesque. C'était vos idoles d'enfance. Vous n'imaginez pas un jour rencontrer Daniel Lavoie, Robert Charlebois, Bruno Pelletier. Aujourd'hui, ce sont des gens que je côtoie. Ce sont pas tous des amis. On est de générations différentes. Daniel Lavoie est un ami parce qu'on a travaillé ensemble sur Notre-Dame de Paris. C'est devenu quelqu'un de très proche. Mais Daniel était, entre autres, un artiste que j'écoutais adolescent chez mes parents. Et donc, j'avais ses vinyles. Lorsque je l'ai rencontré sur Notre-Dame de Paris, j'étais très impressionné. Et aujourd'hui, on est des vrais potes. Pour ce qui est de Charlebois, Ferland, c'est grand de chez nous. Je les côtoie, je les rencontre, je les vois sur des événements. Ce ne sont pas des copains, mais ce sont des gens qu'on respecte et qui ont été là avant nous, qui ont ouvert la voie aussi, au propre et au figuré, pour la France. Félix Leclerc est un des premiers à être venu chanter en France et ouvrir le chemin, on va dire ça ainsi. Voilà. Et le chemin, il continue avec ce livre qu'on va évoquer dans quelques instants à travers la date de sa sortie, le 9 février 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Pelletier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bruno Pelletier, double actualité, Al Capone aux Folies Bergères, que je vous recommande d'aller voir et d'applaudir comme elle le mérite. Et puis le 9 février 2023 est sorti ce livre aux éditions Libre Expression, Il est venu le temps, vos mémoires. Alors, vous avez longtemps hésité jusqu'à ce qu'un journaliste québécois, Samuel Larochelle, vienne vous interviewer, que ce soit un livre de questions-réponses. Oui, en fait, c'est l'idée à Samuel. Il s'y est pris à 3 fois. Je vais être très honnête avec vous, j'ai 60 ans, je me trouvais trop jeune au moment où il m'a appelé pour faire une biographie. J'étais pas du tout emballé avec l'idée. Il me dit, Bruno, on peut trouver une forme qui va te plaire. On s'est rencontrés. En fait, il a écrit 2 fois mon manager. La 3e fois, j'ai décidé d'aller prendre un thé avec lui. On a discuté du projet. J'ai dit, on va faire un projet biographique, mais il sera pas sous une forme standard. Je vais en faire un album de musique en plus. On va faire un projet complet ensemble. Et là, il me dit, on va faire ça comme une question-réponse. Ça va être une longue discussion où on va rebondir, peu importe la chronologie. Et ça donne un livre qui est, ma foi, même moi, en relisant, parce que c'est quand même 40 heures de discussion avec Samuel, j'étais impressionné par ce jeune homme qui, au moment où il m'a approché, avait 34 ans, je crois, connaissait tellement bien ma carrière. Il est lui-même chanteur, ce qui amenait une touche particulière sur ses questions. Et c'est un journaliste très rigoureux. Donc, ça m'a mis en confiance et j'ai fini par me livrer. Ce qui n'est pas un exercice facile pour moi nécessairement. Oui, car au départ, vous ne vouliez pas être chanteur, vous étiez batteur, guitariste. Il y a une série d'orchestres dans lesquels vous avez joué. Il y a eu le groupe Sneak Preview, il y a eu Spectrum, Double Croche, Amanite, Pell. Et à chaque fois, c'était des soirées dans les bars jusqu'à 3 heures du matin. Oui, c'est le typique parcours de l'époque où on jouait, on faisait des concerts, 3 séries de concerts de 45 à 50 minutes par soir jusqu'à 3 heures du matin, des salles en fumée avec beaucoup de monde et c'était une vie un peu, comme on dit, rock and roll. Hein? Oui. Mais ça a été une école incroyable parce que les gens nous écoutaient pas. Et pour réussir à se faire réengager, il fallait arriver à ce qu'ils nous écoutent. Donc, on a vraiment appris notre métier dans ces lieux. Mais je crois que le groupe Sneak Preview, pendant 3 ans, entre 86 et 89, vous avez joué pratiquement toute l'année. Pratiquement, oui. On gagnait notre vie à jouer des reprises. Et moi, j'en avais un peu marre de ça et j'ai donc quitté le groupe pour aller monter un autre groupe qui serait un peu plus dédié à écrire des chansons en français. Voilà, parce qu'au départ, votre style est évalué. Vous êtes parti du heavy metal, du rock pour arriver à la chanson française. Oui. Et aujourd'hui, c'est assez drôle parce que sur mon parcours, effectivement, je suis parti de faire du folk, je suis allé vers le rock, le hard rock, le heavy metal, je suis revenu vers la pop,
j'étais allé faire du jazz, je chante avec des orchestres symphoniques depuis 20 ans, et là, j'arrive à l'opéra avec mon ami Roberto qui me fait de plus en plus connaître son monde. Et en plus, j'ai une nouvelle conjointe qui vient de ce monde, lyrique, opéra, tout ça. Donc, j'apprends plein de trucs sur l'opéra maintenant. Et c'est comme une évolution normale pour moi. Je suis un curieux musical. Alors, oui, et en même temps, ça aurait pu mal se terminer car vous n'avez pas pris de cours de chant au départ. Et voilà. Et votre voix aurait pu disparaître, votre voix magnifique. Et voilà, j'ai eu à prendre des leçons à la première fois où je me suis blessé au début des années 90. Et c'est d'ailleurs une professeure de chant qui venait du monde lyrique d'opéra qui m'a aidé à me construire une technique pour mieux chanter par la suite, Madame Cécile Jalbert. Oui, et au départ, vous ne compreniez rien à ses conseils. Exactement. C'est tellement technique, elle me parlait de résonateur, de diaphragme, de colonne d'air. J'y comprenais rien. Moi, j'arrivais du monde des bars en fumée, rock and roll. Et là, je l'écoutais et j'essayais de toutes mes forces de faire ce qu'elle me disait. Et ça a pris, je dirais, 1 an et demi avant que mon corps commence à comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Et quand j'ai compris, là, il y a eu un déclic et j'ai pu améliorer ma façon de chanter. Oui, et ça a été aussi très dur de réussir. Je crois que vous êtes présenté une centaine de fois au concours de Granby. Centaines, non, mais au moins 2-3 fois, voilà. J'ai jamais été pris. Même pas aux auditions? Même pas aux auditions. Plusieurs concours, en fait, pas que celui de Granby. Et j'étais presque constamment refusé, ou en tout cas, je dépassais pas les préliminaires. Les maisons de disques, c'est la même chose. Oui. J'ai frappé à toutes les maisons de disques du Québec. Ils m'ont tous refusé. Parfois, j'avais même pas d'accusé-réception. Et j'ai fini quand même, envers et contre tous, je dirais... j'ai fini quand même par me faire une niche, une carrière. Et aujourd'hui, j'ai 16 albums, 8 comédies musicales et 14 tournées derrière la cravate. Et je me dis, on me l'a pas donné. Je l'ai forgé. Et d'où cette idée de faire un livre et peut-être d'expliquer aux gens parce que je rencontre encore des gens aujourd'hui qui me disent « Ah, toi, avec la voix que t'as, c'était sûr que t'allais faire une carrière. » Non, il a fallu que je bûche, vraiment. Et dans ce livre, il est venu le temps, vous racontez aussi que vous avez un jour été renvoyé d'un gala pendant les répétitions. Oui. Une humiliation. Vous savez, un gala où il y a toute la crème de l'industrie québécoise qui est là, la crème des musiciens, la crème des vedettes invitées. Et moi, j'étais un choriste et je ne lisais pas la musique, je ne lis toujours pas la musique. Et bref, j'étais pas bon, carrément, et j'ai été renvoyé. Après une journée de répétition, on m'a renvoyé devant tout ce beau monde et j'étais sûr que ma carrière était terminée. Quelle humiliation, mais j'ai rebondi et finalement, je suis devant vous. Voilà. Et vous avez rebondi avec cette chanson. Miserere, c'était le premier grand succès de votre carrière solo. Oui, en fait, cette chanson avait été popularisée par Bocelli de ce côté-ci. Et chez moi, personne ne la connaissait. Et j'en ai fait une version pop-rock. Et ça a ouvert des portes partout parce que je l'ai chanté dans un gala qui était un gala télévisé qui était pour venir en aide aux gens qui étaient victimes d'une catastrophe naturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'étais arrivé avec mes cheveux longs, ma chemise à carreaux de bûcheron. On parlait d'avoir bûché. J'avais un look un peu orthodoxe à l'époque et je chantais cette chanson avec des connotations lyriques, pop-rock. C'était complètement... presque invraisemblable pour le public d'entendre ça et de voir ce gars avec un look un peu rocker chanter comme ça. Et ça a ouvert les portes de partout, de toutes les chaumières du Québec. Il y a quelqu'un d'autre qui a compté dans votre vie où il vous a écrit une chanson et vous avez osé lui dire que vous n'en vouliez pas, c'est Charles Aznavour. Non. Elle n'était pas terminée. J'ai osé lui demander 4 strophes de plus. Je n'ai pas refusé la chanson et je n'ai pas dit « Votre chanson n'est pas terminée ». J'ai dit, au contraire, j'ai dit « Je n'en reviens juste pas d'avoir une chanson de Charles Aznavour, mais la construction musicale qui est faite autour, est-ce qu'on pourrait avoir 4 strophes de plus ?» Et là, tout l'entourage m'avait dit « Mais tu peux pas demander ça à Charles Aznavour ». Et Charles Aznavour était en tournée au Québec. Et donc, il était dans un très grand hôtel chez nous, prestigieux, et il m'a donné rendez-vous.
et je cogne à la porte. Je rencontre Charles Aznavour seul à seul avec lui dans sa chambre d'hôtel. Et il me sort un papier et il y avait 4 strophes, comme ça. Il l'avait entendu parler, il dit « Je t'ai fait 4 strophes de plus » et on a parlé de tout, de rien. On n'a jamais eu à se convaincre ou quoi que ce soit. Et parfois, tout ça pour dire que souvent, l'entourage d'un artiste peut être beaucoup plus compliqué que l'artiste lui-même. Charles Aznavour m'a expliqué un jour qu'il ne terminait jamais une chanson sans se dire « Je ne peux plus ajouter un mot ». C'est exactement ce qui s'est passé. C'est peut-être pour ça qu'on m'avait dit que je ne pouvais pas lui demander 4 strophes de plus. Cette chanson, c'était Un monde à l'envers. Et puis, votre meilleur souvenir, et plus loin les souvenirs, je crois que c'est une première à l'Olympia. Vous avez été malade à vomir avant la représentation. Oui. Ça, encore une fois, en début d'interview, je vous ai parlé de mon côté anxieux. Pour moi, l'Olympia représentait presque le summum de ce que je pouvais vivre comme artiste en solo. Et au lieu de m'amuser, j'étais tellement nerveux que la première partie du spectacle, j'ai été extrêmement malade, mais personne ne s'en est rendu compte. J'ai réussi à faire mon spectacle. Et j'ai commencé à m'amuser dans la deuxième section du show. Et je repense à ça aujourd'hui, je me dis que c'est dommage, parce que si aujourd'hui j'avais à revivre l'Olympia, je le vivrais tellement différemment. Je me le souhaite, en fait. Mais en tout cas, le final était fabuleux, car le public vous a rappelé sur cette chanson. Mon bel amour, ton fond comme fait le soir, et tes yeux d'or. La Manique. La Manique, de Georges Dor, un grand de chez nous, que c'est une réinterprétation que j'ai fait à ma façon. Et je vous le disais tout à l'heure, quand tu es dans un autre pays, que tu célèbres un grand de chez toi, que tu en as fait une version et que les gens d'un autre pays chantent ta chanson, ta version à toi, de ce grand de chez toi, il y a un sentiment de fierté incroyable qui est là. Oui, car le public, le rideau fermé, reprenait encore la chanson. Je chantais et ça m'a tellement ému. Je me suis dit que ça a valu la peine d'être malade dans la première partie pour vivre ça jusqu'à la fin et finalement finir dans cette apothéose. Il y a une autre chanson qui vous a ému, Elle n'est pas de vous. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Je n'aurai pas le temps, Michel Fugain, c'est une chanson qui... Oui, moi je suis... j'ai eu à collaborer avec Michel quelques fois au Québec sur des spectacles et je connais son répertoire, mais cette chanson, je l'ai chantée dans un de mes spectacles. Je concluais un spectacle à moi avec cette pièce-là en rappel parce que cette espèce de prise de conscience sur plein de gens autour de moi qui sont partis et qui comptent beaucoup. Et je me disais... en fait, j'étais très estomaqué de l'âge qu'avait Michel lorsqu'il a écrit cette chanson-là. Il a composé. Les paroles sont de Pierre Delanoë. Oui, mais cette chanson, il était très, très jeune lorsqu'il en a fait un succès. Et aujourd'hui... J'ai 60 ans, c'est aujourd'hui que ça me parle. Et moi, ça m'a beaucoup touché de la reprendre soir après soir et de voir les gens la chanter avec moi et pleurer. Et les gens pleuraient parce que dans la façon dont on la faisait et qu'on concluait le spectacle, il y avait quelque chose de très, très émouvant. Comme quoi les grandes chansons survivent au mode et on se doit, comme interprète, de continuer à les faire vivre longtemps et partout. Dans votre livre, Il est venu le temps, vous évoquez aussi une chanson que vous ne chantez jamais ou presque. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Starmania et SOS intérieur en détresse. Ils seront difficiles à chanter. Je pense, selon moi, que c'est la chanson pour un homme. La chanson francophone la plus difficile à chanter. Elle demande un registre incroyable et ce n'est pas que je ne veux plus la faire. Je l'ai beaucoup fait, mais je ne la fais plus aussi souvent parce que effectivement, je vieillis et je la trouve difficile maintenant. Alors, je la fais encore, mais de temps à autre et pas systématiquement à tous mes spectacles. Et vous avez joué dans Starmania tous les rôles masculins les uns après les autres, Bruno Oui, Pelletier. ça, c'est une drôle d'histoire. C'est qu'en fait, j'ai été casté, j'ai été engagé pour faire le rôle de Johnny Roquefort en 93 au Mogador. Et je l'ai fait pendant 1 an et demi. Et je devais repartir au Québec pour mon 2e album. Ils avaient déjà engagé un autre Johnny Roquefort et mon album a été repoussé pour des raisons commerciales et tout. J'avais un 6 mois off devant moi. J'ai dit au producteur Gilbert Coulier,
Si tu veux une doublure pour les 3 rôles masculins, je vais apprendre les 2 autres rôles. Moi, ça va me faire travailler théâtralement et ça va être un beau défi pour moi. Et donc, on était en tournée et j'ai joué le businessman, Ziggy et Johnny Roquefort de façon alternative à chaque semaine. Quelle expérience formidable j'ai pu vivre en tournée sur Starmania. À faire ça, c'était une expérience théâtrale formidable. Oui. Et là, vous avez une autre expérience, ça fait Al Capone, où vous jouez Elliot Ness aux Folies Bergères, et vous avez votre première expérience littéraire avec ce livre d'entretien avec Samuel Larochelle, Il est venu le temps. On pense à Notre-Dame, aux éditions Libre Expression. Merci de votre franchise, Bruno Pelletier. C'est un bonheur de vous avoir reçu. Ça a été un plaisir partagé. À très bientôt, j'espère. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.